Avec nous aujourd'hui, Augustin Dromanet, président-directeur d'Aéroports de Paris. Bonjour Augustin. Bonjour Frédéric. Cela fait maintenant 3 ans, vous êtes à la tête d'ADP, auparavant à la Caisse des dépôts et consignations. Qu'avez-vous appris en 3 ans du milieu aéroportuaire? Le milieu aéroportuaire est caractérisé à la fois par une très grande exigence de qualité de service et de professionnalisme, et aussi par un très grand spectre de préoccupations. Dans le monde aéroportuaire, vous êtes à la fois obligé de voir grand et d'avoir une vision de long terme, puisque le terminal d'aujourd'hui a été conçu il y a 10 ans, et en même temps d'avoir un immense souci du détail, puisque dès lors que vous accueillez du public, vous savez que la qualité du produit, la qualité du service dépend du détail. Donc le spectre des préoccupations est immense, et comme je suis ami des deux, je suis comblé. On a beaucoup critiqué à une époque l'accueil des étrangers à Roissy, à Orly. Qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On peut dire en simplifiant que ce qui n'allait pas, c'est que l'entreprise Aéroports de Paris était une ancienne entreprise publique qui avait principalement pour préoccupation de construire des infrastructures. C'était donc une maison d'ingénieurs, par des ingénieurs pour des ingénieurs. Et progressivement, et mon prédécesseur Pierre Graff s'y est beaucoup employé, on a pris conscience du fait que nos passagers attendaient plus que des simples terminaux en béton, mais ils attendaient également des commerces, des sanitaires, et tout un tas de commodités qui font que la vie dans l'aéroport est plus agréable, ce d'autant plus, et particulièrement depuis le 11 septembre, que les préoccupations de sûreté ont pris une telle importance que le temps passé dans l'aéroport est de plus en plus long. Donc, au fur et à mesure que le temps est plus long, que la compétition entre les aéroports est de plus en plus grande, l'exigence de service s'accroît, ce à quoi nous nous attachons. On parlait un temps énormément de la mauvaise signalétique. La signalétique est toujours une difficulté puisqu'elle est faite par des gens qui connaissent parfaitement l'aéroport au profit de gens qui ne connaissent pas du tout l'aéroport. Donc il s'agit toujours de se mettre à la place du client et de se rendre compte que quelques petits efforts symboliques peuvent avoir des effets extraordinaires. Songez par exemple que Charles de Gaulle, lorsque j'ai évoqué la première fois l'idée de mettre de la signalétique en chinois, on m'a regardé avec des grands yeux. Et aujourd'hui, chacun reconnaît que cette signalétique en chinois, ces messages en chinois dans le petit train Lisa au sein du terminal 2E, bouleversent totalement l'accueil de ces personnes. Vous avez lancé il y a maintenant quelques semaines un vaste plan d'investissement pour les aéroports parisiens, un vaste plan de 4,6 milliards. On va commencer par Orly. Qu'est-ce qui va changer à Orly? Et puis ensuite Roissy. Qu'est-ce qui changera à Roissy? Orly 2024, c'est à nouveau la Défense. C'est la ligne 14 du métro qui arrive au pied de cet aéroport. C'est dès mars 2016 l'inauguration d'une nouvelle jetée qu'on appelle la jetée Est, à l'est d'Orly-Sud, qui permettra de desservir dans des très grandes conditions de confort les Caraïbes en particulier, avec 11 nouveaux postes avions, petite ou moyenne taille, ou alors 5 postes avions gros porteurs. Ça sera un terminal qui aura la qualité du 2E terminal M, donc une des meilleures qualités au monde, qui va fortement améliorer l'espace dont bénéficieront les passagers des gros porteurs qui sont souvent vers ces destinations. Par ailleurs, nous avons entamé les travaux du bâtiment qui fera la jonction entre Orly Sud et Orly Ouest. Donc il n'y aura plus d'Orly Sud ni d'Orly Ouest. Il y aura toujours sans doute un Orly plutôt Sud, un Orly plutôt Ouest, mais on va effectivement se poser la question de la dénomination de ce grand ensemble d'Orly, avec un bâtiment de 80 000 m², principalement destiné à accroître les espaces pour les passagers. Il y aura quelques commerces, 10 000 m² de commerce, et puis nous aurons la gare du Grand Paris, qui sera au pied d'Orly Ouest, avec la ligne 18 qui desservira Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines, la ligne 14, et puis je l'espère une gare TGV à plus long terme. Et puis des bureaux, donc tout un espace de Alors, nombreux à Orly, nous avons également le projet Cœur d'Orly, avec de nombreux bureaux et puis de nombreux hôtels et une rénovation complète de la zone. Alors, un aéroport plus grand, ça veut dire plus de passagers, mais sachant que Orly est limité en termes de mouvement, ça veut dire quoi? Il n'est pas question de revenir sur le plafond de 250 000 mouvements qui s'applique à Orly. En revanche, nous observons une tendance depuis plusieurs années à l'augmentation de la taille des avions. Donc si vous cumulez l'augmentation de la taille des avions et l'optimisation des compagnies qui augmentent leur taux d'emport, vous voyez qu'un nombre de vols constant, et je dirais même avec une réduction du bruit, parce que ce n'est pas parce qu'un avion est plus gros qu'il fait plus de bruit, je dirais même au contraire. Donc avec une augmentation de la taille et de l'emport, nous avons plus de passagers avec le même nombre de mouvements. Et donc nous savons que cette tendance lourde nous expose à devoir accueillir
peut-être 4, 5 ou 6 millions de passagers de plus dans les années qui viennent, ce qui nous impose d'augmenter notre surface d'accueil. Alors le déplafonnement d'Orly, ce n'est toujours pas à l'ordre du jour, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le déplafonnement d'Orly, c'est une décision qui a été prise par les pouvoirs publics et qui sera rapportée par les pouvoirs publics. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes très désireux d'être le plus respectueux possible de notre environnement territorial et c'est un sujet que pour le moment, nous ne voulons même pas envisager dans la mesure où, avec ce chiffre de 250 000 mouvements par an, nous sommes en mesure de satisfaire la demande. Alors on a parlé du développement d'Orly, Roissy à présent. Roissy est un aéroport qui souffre d'une grande hétérogénéité. Donc notre effort est d'optimiser tous les terminaux qui existent à l'heure actuelle pour augmenter la capacité d'accueil des passagers sans faire de dépenses excessives, puisque vous savez que ces dépenses, à la fin de l'histoire, elles se retrouvent en redevance pour les compagnies aériennes. Donc nous allons principalement nous attacher à fusionner le B et le D. Nous allons fusionner des satellites au terminal 1. Vous le savez, ce terminal a été conçu avec des satellites qui peuvent accueillir des avions de taille moyenne. Or, c'est le satellite qui accueille aujourd'hui le plus d'A380. Donc il nous faut des satellites plus grands et puis également il nous faut des espaces plus grands pour avoir une offre commerciale qui soit digne du terminal 2E. Donc les deux grands chantiers de capacité d'Orly seront la jonction BD et les fusions de satellites au terminal 1. Tout ça à quelle échéance? L'ensemble de ces travaux sera achevé en 2020, entre 2017 et 2020. Comment voyez-vous l'évolution aujourd'hui du transport aérien? On va parler du transport aérien, on a une croissance grosso modo de 5% par an. Et en même temps, on a un pavillon français qui ne va pas très bien. On a beaucoup parlé ces derniers temps des conflits sociaux, notamment à Air France. Votre vision des choses? Je crois que chacun voit bien la compétition considérable qui existe dans le transport aérien. Aujourd'hui, vous avez de très nombreux nouveaux acteurs, notamment les acteurs du low cost. Et le low cost représente aujourd'hui en Europe 40% du trafic, là où il ne représentait que la moitié en 1995. Donc chacun voit bien les défis considérables, mais la mauvaise santé du secteur aérien n'est pas une fatalité. Vous le voyez, en 2015, les compagnies aériennes mondiales réaliseront un record de profit. Mais sur les compagnies françaises qui vont mal. Oui, nous avons l'obligation de nous adapter, et notamment pour notre principal client Air France, nous avons une collectivité qui se modernise remarquablement. Le plan Transform a déjà permis à la compagnie de se redresser magnifiquement. Vous savez qu'en 2015, la compagnie sera bénéficiaire pour la première fois depuis 7 ans. Et si vous regardez les courbes, le redressement est spectaculaire. Donc tout l'enjeu de la collectivité d'Air France à travers le plan Perform, il est celui de retrouver le chemin de la croissance. Et pour retrouver le chemin de la croissance, il faut malheureusement accepter de voir la réalité qui est celle de compagnies concurrentes qui ont des systèmes d'organisation du travail et parfois de durée du travail qui sont différents. Mais là, les choix sont devant nous. Donc vous n'êtes pas inquiet pour Air France, qui est votre principal client? Je suis obligé d'être vigilant, mais je suis obligé aussi d'être admiratif devant l'énergie que déploie cette compagnie pour s'adapter. Ça n'est pas évident lorsque vous avez une situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, de passer du point A que nous connaissons tous au point B qui est l'idéal. Il faut trouver un chemin et j'ai confiance dans les femmes et les hommes d'Air France pour le trouver. Alors, il n'y a pas qu'Air France, il y a d'autres compagnies de taille plus petite. On a un avion Corsair juste devant nous, Corsair, Aigle Azur, XL Airways, qui elles aussi ne vont pas très bien. Ces compagnies méritent toute notre attention. Et c'est un bonheur de pouvoir leur dire qu'en mars 2016, le nouveau terminal de la jetée Est d'Orly Sud leur sera particulièrement dédié. Je crois qu'elles méritent les meilleurs équipements aéroportuaires possibles et nous faisons tous nos efforts pour faciliter leurs conditions d'exploitation. Augustin Dromanet, pour vous, la France a loupé à un moment donné le virage du low cost ou est arrivée trop tard sur ce marché? C'est facile d'être un commentateur après coup et de dire « Yaka, Faucon, je vous l'avais bien dit ». Donc, ne comptez pas sur moi pour jeter la cendre sur la tête des générations précédentes. Vous, comme moi, nous faisons le constat que nous n'avons pas pris ce virage très tôt. Bon, c'est une réalité. Est-ce une raison pour se lamenter? La réponse est non, nous avons beaucoup d'atouts. Paris est la première destination touristique mondiale. Le Grand Paris, c'est 45 millions de touristes par an. À Londres, ça n'est que 25. La France est un pays extraordinaire. Donc, certes, la situation actuelle
et difficile, mais gardons l'enthousiasme. Alors justement, comment se fait-il que la France reste, et tant mieux, la première destination touristique mondiale, et qu'on ne soit pas capable, avec nos compagnies aériennes aujourd'hui, de gagner de l'argent? Encore une fois, je l'ai dit dans une interview au journal Les Échos il y a 2 ou 3 mois, la France, à certains égards, est un pays de rente. Mais ça remonte à l'Ancien Régime. Vous savez, sous l'Ancien Régime, quand vous étiez en province et que vous réussissiez, quel était votre objectif? Il était de vous faire anoblir et ensuite d'aller à la cour du roi pour vivre de vos rentes. La France est un pays dans lequel l'entreprise individuelle, la réussite individuelle, n'est pas forcément valorisée comme elle l'est dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, vous avez une multitude d'entreprises de taille intermédiaire. Vous en avez en proportion 2 fois plus qu'en France. Pourquoi? Parce que sous le Saint-Empire romain germanique, vous aviez 600 princes. Chaque prince avait 2 objectifs. Le premier, c'est d'avoir une belle université pour le prestige. Le deuxième, c'est d'avoir le maximum de PME pour avoir des recettes fiscales. Donc en Allemagne, on promeut la réussite, on promeut l'enrichissement du voisin, et quand l'assiette du voisin se remplit, ça ne vide pas la vôtre. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'environnement avec la COP 21. Que fait Aéroports de Paris pour l'environnement? Depuis de très longues années, Aéroports de Paris est engagé pour d'abord décarboner son activité. Nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre depuis 5 ans de 40%. Pour chauffer nos installations avec de l'énergie renouvelable, à Charles de Gaulle, nous chauffons 25% de la plateforme avec du bois, qui vient des forêts à 200 km alentour. À Orly, nous chauffons avec des forages très profonds en géothermie. De géothermie. Nous avons par ailleurs à Orly, à quelques hectomètres d'ici, des marais filtrants pour filtrer de façon naturelle tous les effluents, notamment de dégivrage qui proviennent des pistes. Nous nous attachons à transformer nos lampes de façon à ce qu'elles soient beaucoup moins consommatrices d'énergie. Et puis, via notamment les CDM, à Charles de Gaulle, nous nous attachons aussi à réduire le temps de roulage des avions. Vous savez que c'est pendant que les avions roulent au sol qu'ils consomment en proportion le plus d'énergie. Il est impératif de réduire le temps de roulage des avions. Aéroports de Paris, ce n'est pas que l'exploitation de plateformes parisiennes. Vous gérez aussi des plateformes à l'étranger. Là, quels sont vos projets et qu'en est-il actuellement? Aujourd'hui, nous devons réussir la prise en main de la concession de l'aéroport de Santiago du Chili, intervenue le 1er octobre 2015, en association avec Vinci. Et nous avons, via ADPM et Aéroports de Paris, une intervention dans 38 aéroports dans le monde. Nos projets, c'est avant tout de recruter des équipes et de former des collaborateurs à l'exportation. Vous savez, gagner une concession à l'étranger, c'est facile. L'exploiter, c'est un vrai défi. Donc je suis très prudent sur le développement international parce que je ne souhaite pas dépenser des sommes importantes sans avoir des collaborateurs qui puissent être en mesure de vérifier qu'elles sont utilement allouées. Alors justement, un petit mot on va revenir sur la France, sur la privatisation. On avait beaucoup parlé de Toulouse, Lyon et Nice. Aujourd'hui, comment se positionne Aéroports de Paris? Alors, Aéroports de Paris a publiquement déclaré qu'il ne serait pas candidat à la privatisation de l'aéroport de Lyon. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'il y a C'est la pilule de Toulouse qui est mal passée? Non, pas du tout. Nous constatons que, de fait, les 2 plateformes sont en concurrence. Et même si nous aurions pu expliquer que nous aurions établi une muraille de Chine et qu'en tant qu'actionnaire, nous aurions laissé l'aéroport de Lyon jouer sa carte, etc., il y aurait toujours eu un doute. Or, il n'y a rien de mieux que la clarté. Donc, nous sommes en conflit potentiel avec Lyon et nous allons rester concurrents de Lyon et nous resterons concurrents d'autres actionnaires avec qui la concurrence sera fair play. Mais vous savez, dans la vie, on progresse avec la concurrence. À Nice, ça n'est pas du tout le cas et nous souhaitons être partenaires dans une taille modeste d'un consortium qui sera candidat pour l'aéroport de Nice. Nous n'avons pas encore aujourd'hui arrêté avec quel partenaire nous serons, mais nous serons probablement candidats. Merci Augustin Dromanet, président directeur général d'Aéroports de Paris. Merci beaucoup Frédéric Beniada.